3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'instant Pur Cinéma a le plaisir de recevoir à l'occasion d'un entretien la comédienne Charlie Nune. Et avant toute chose, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis à Sète où il fait beau et presque encore chaud. Merveilleux, la chance. Ouais, Nous là, du côté de Nantes, il pleut. Voilà. Ouais, alors en bonne parisienne, moi il a plu de novembre à juin, donc je comprends très bien ton malheur. Avant d'aller plus loin, c'est quoi ton parcours? Comment est-ce que t'en es arrivé là? Alors, pour la faire brève, parce que j'ai un parcours très atypique, j'ai fait plusieurs écoles de théâtre et de danse, parce qu'à la base, moi je suis danseuse. J'ai commencé d'ailleurs enfin j'ai fait une école qui s'appelle l'école du spectacle, où le matin c'est pour les branques de l'école, enfin c'était parce que je crois qu'elle n'existe plus, où le matin on avait des cours normaux et l'après-midi on faisait soit du chant que j'ai séché presque tout le temps, beaucoup de danse et beaucoup de théâtre. Et après, je suis partie vivre à Londres où j'ai dansé dans une troupe. Je suis rentrée, j'ai fait des études d'architecte, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. J'ai commencé en tant que danseuse dans des clips. Et après, j'ai commencé à faire de la figure, du mannequinat aussi. Et puis après, je suis montée comme ça au fur et à mesure où j'ai eu mon premier rôle dans Au Suivant. Trop bien. Avec Alexandra Lamy. Et après, ça s'est enchaîné. Voilà. Tu es comédienne donc, et depuis début 2023, tu incarnes Soisy Vernet dans la série de TF1 Demain nous appartient. Comment est-ce que tu es arrivée dans la série? Alors, j'avais passé déjà beaucoup de castings pour Demain nous appartient, dans lesquels j'avais pas été prise, parce qu'ils sont très pointilleux au niveau du casting. Et il m'a fait venir pour passer le casting d'une arnaqueuse qui avait une histoire en même temps avec Martin et le procureur. Et puis mon agent m'appelle et me dit j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis vas-y, commence par la mauvaise. Je dis t'as pas été prise pour le rôle qui était plus petit. En revanche, TF1 veut te voir en septembre. Ils veulent te proposer quelque chose. Et du coup, je suis allée au rendez-vous et c'est là qu'on m'a dit que le rôle de Soisy était en cours de préparation, en cours d'écriture, et que si je voulais le rôle, il était à moi. Et j'avoue, j'ai sauté sur l'occasion. Donc ce qui est chouette, c'est que du coup, j'ai pas passé de casting pour le rôle de Soisy, puisque le rôle n'était pas encore écrit, et que TF1, ils font assez attention. On est pris aussi beaucoup pour nos personnalités. Et du coup, ils ont aussi, je pense, écrit ce rôle en fonction de qui je suis vraiment dans la vie. Et j'ai beaucoup travaillé avec TF1, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Du coup, ils me connaissent bien. Et du coup, Soisy, c'est vrai que dans la vie, on se ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup, ouais. Génial, moi c'est un personnage que j'adore, qui est toujours hyper rayonnante. Tu vois, quand tu la vois apparaître à l'écran, c'est toujours un vrai plaisir. Et franchement, chapeau à TF1 de t'avoir casté dessus. Merci, faudra leur dire. Pour en savoir un petit peu plus, comment est-ce que ça s'organise, les tournages de Demain nous appartient? On a nos emplois du temps environ un mois à l'avance. Mais tout peut changer parce que comme on tourne vraiment beaucoup, il y a des accidents, il y a des indispos de dernière minute, il y a tout un tas de paramètres qui font que les planeurs ont un boulot absolument monstrueux pour gérer autant de comédiens. C'est pire qu'un emploi du temps d'école en début d'année, hein. Mais en règle générale, la plupart du temps, au bout d'un mois, un mois avant, ça bouge plus trop. Et puis donc on s'organise en fonction d'eux. Et puis voilà,
on arrive la veille et on tourne le lendemain. Donc, parfois, on peut se faire entre 6 et 12 heures de train par semaine quand c'est pas 20 heures, quoi. Ouais, putain, c'est énorme. Ça peut arriver, ouais. Ça Ouais. peut arriver. Parfois, tu peux tourner le lundi, le jeudi, le vendredi. Et bah oui, du coup, dans ces cas-là, tu fais des allers-retours. Après, tu peux aussi décider de, par exemple, si tu tournes lundi, mercredi, vendredi, souvent tu restes sur place. Ils te laissent le choix. Ils t'usent pas jusqu'à la corde là-dessus. Après, moi, j'ai des enfants. Souvent, je fais quand même des allers-retours Bah oui, tu pour aller m'étonnes. pour aller voir mes bébés. Ah oui, qui sont plus des bébés maintenant, mais bon, Mais ça restera toujours tes bébés. toujours. Bien sûr. D'ailleurs, on y vient. C'était exactement la question suivante. Je sais que donc du coup que tu as des enfants. Ça a été leur rentrée. On est début Ouais. septembre. Ça s'est bien passé. Ouais. Ouais. Mais J'ai cru apercevoir en story un petit accident Ah putain, dès ouais. dès le deuxième jour, je crois. Alors, dès le premier jour, mon petit il m'a dit ma maîtresse, elle est trop méchante, elle est trop chiante, maman, je veux changer d'école, en fait, je veux déménager. Je suis d'accord, ça va bien. Et oui, le grand, qui est une grande tornade, qui est TDAH, donc diagnostiqué TDAH, donc c'est une éducation particulière, avec une attention particulière et une patience particulière. Fait une grosse entorse au doigt en jouant au foot. 3 semaines d'attel, 6 semaines sans sport, ce qui est très compliqué pour les TDAH, et 3 semaines sans pouvoir écrire. Pour le deuxième jour de la rentrée, je me dis que c'est un bon score. Parfait. Bah, parfait. Ouais, c'est ça. C'est comment attaquer de la meilleure des manières. Franchement, C'est le classico. voilà, il pouvait pas faire mieux. Eh bien, écoute, on lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement et un bon courage. Merci. Et justement, toi, comment est-ce que s'est passé ton parcours scolaire? Quelles périodes t'ont marqué, en bien ou peut-être en mal? Qu'est-ce que tu retiens de toute cette période? Oula, moi j'ai un parcours scolaire chaotique. J'étais pas faite du tout pour l'école, et d'ailleurs je pense que l'école est extrêmement mal faite, en France particulièrement. Je pense que c'est très dur pour les professeurs. J'ai une amie qui est professeure, bonjour Camille, qui me parle de son quotidien, parce qu'on en parle souvent, et je pense que c'est pas forcément adapté à tous les enfants, notamment mon grand. Je pense que là ça va, il est en CM2, mais j'ai très peur pour lui en arrivant au collège. Moi, je me suis fait harceler à l'école pendant longtemps. Ça a été très compliqué, c'est très violent. Tu te fais casser la gueule au récré, on m'a coupé les cheveux, on m'a balancé des boules puantes, on m'a découpé mon cartable au cutter. C'était déjà très compliqué à mon époque. Et je me dis qu'aujourd'hui, ça doit être encore pire. Et ça m'émeut vachement d'en parler, parce que quand je vois pour moi, les réseaux sociaux, c'est une plaie. Moi, je l'utilise pour travailler, pour discuter avec mes copines qui habitent loin. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment une catastrophe pour le harcèlement scolaire. Quand je vois, moi déjà, on m'écrivait des mots dans le dos ou sur mon cartable, on m'écrivait pute, enfin, tout ce qui allait avec à cette époque-là. Quand je vois que maintenant, il y a des groupes qui se font avec marqué tu dois mourir, mais c'est d'une violence. c'est juste, c'est encore plus violent en fait qu'à mon époque. Je comprends qu'il y ait des élèves pour qui ça doit être juste l'enfer d'aller à l'école tous les jours, parce que ça, je l'ai vécu aussi, avoir cette envie de dire non mais moi je peux plus en fait. C'est plus possible. Alors, je pense que la chance qu'ils ont, eux, c'est qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire s'est reconnu, et que j'ai l'impression j'espère en tout cas, qu'ils ont des parents beaucoup plus à l'écoute que moi à mon époque. C'est acté que ça existe, et que c'est mortel finalement. Mais je pense que ce qui est très dur pour les parents, c'est j'avais entendu une interview d'une nana qui disait qu'en tant que parent, il fallait surtout pas intervenir. Que finalement, c'était encore pire si nous, on intervenait. Parce que moi, j'ai dit à mon fils, t'as un problème, j'arrive avec un marteau. C'est pas un souci. Sauf que non, en fait, c'est encore pire de faire ça à ton enfant, parce que ça montre juste au harceleur que ton gamin ne sait pas se débrouiller tout seul. Donc, je pense que c'est l'éducation nationale de faire son boulot. C'est aussi à la justice de faire son boulot, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'actions qui peuvent être menées sur des mineurs. Il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas mis en place.
et dont il faudrait tenir compte. Par exemple, les vies de mineur à mineur, il n'y a pas de suite, en fait. Juste ça, parce que ça arrive, ça existe. Il y a une espèce de flou juridique là-dessus. Et je trouve ça catastrophique qu'aujourd'hui, personne ne mette en place un système. Je ne dis pas que j'ai la solution. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Moi, je suis pas flic, je suis pas avocate, je suis pas procureur. Je suis juste maman qui est extrêmement inquiète pour ses enfants plus tard, parce que changer ses enfants d'école, c'est pas forcément la solution non plus. Donc en fait, nous en tant que parents, on n'a pas de réel pouvoir. Si on va voir le directeur en disant mon fils se fait harceler, et ça c'est déjà vu, et que le directeur dit oui, mais votre fils peut-être qu'il le cherche aussi un petit peu, parce que ça je l'ai entendu. Quelle horreur. Je veux dire, c'est quoi en fait? On va pas casser la gueule du proviseur, c'est pas une solution. Changer son enfant, c'est pas une solution non plus. C'est à l'enfant de faire un travail dessus, mais c'est très compliqué en fonction des personnalités, en fonction des particularités de chaque enfant. Je trouve ça très très effrayant. Moi, j'ai très peur pour mes enfants au collège, vraiment très peur. Donc la question de base, c'était mon parcours scolaire, donc a été assez chaotique. J'ai commencé donc par 3 années de harcèlement intense, et puis comme j'étais absolument nulle à l'école, ma mère m'a changé d'établissement. J'ai atterri à Sainte-Geneviève, à Paris, où là j'ai vécu les meilleures années de ma vie. J'ai rencontré ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Génial. Bonjour Charlotte. Et après, après je me suis fait virer parce que j'étais pas, parce que j'étais en colère, je crois, et puis parce que c'était pas du tout un système fait pour moi. Je suis hyper active. Donc, au bout d'une demi-heure assise, il fallait que je bouge, il fallait que je parle, il fallait que je fasse des choses. Et du coup, là, j'ai changé beaucoup d'établissements jusqu'à tomber donc à l'école du spectacle, où là, ça allait un petit peu mieux. Et puis après, j'ai fait 2 semaines de terminale dans un autre établissement. Et après, je suis partie vivre à Londres. Et à Londres, j'ai commencé à travailler à 20 ans. Après, je peux comprendre la complexité du truc quand tu tombes dans une classe où tu as 2 TDAH, un HPI et un autre enfant qui est plus en difficulté et qui a besoin d'une assistante. Enfin, imagine la galère des profs, quoi. Et t'imagines comment veux-tu adapter un programme pour des gens qui ont une moyenne qui va de 5 à 18, tu vois? Enfin, si tu mets un programme à quelqu'un qui a 5, enfin, tous ceux qui ont au-dessus de 14 vont s'emmerder, en fait. Et vont faire n'importe quoi, etc. Donc c'est hyper compliqué. En plus de ça, aujourd'hui, on a des classes qui vont à 28, 30 élèves. Plus que ça, 35, 40 plus que même. Ça. Donc tu dis, avec un seul professeur pour 30 élèves, c'est pas possible, quoi. C'est clairement impossible. Et encore, ça, c'est quand tu vas à l'école dans des bonnes conditions. Mais parfois, tu as des écoles qui sont complètement insalubres, où il manque des tables, les faux plafonds sont dégueulasses. C'est l'année dernière, je crois qu'il y avait eu un truc à propos d'une école à Saint-Denis où on voyait justement des images du bahut. Mais c'est un truc de fou. Tu peux pas bosser dans ces conditions-là. Les élèves, ils écrivent sur leurs genoux. Il y avait des fuites d'eau, il n'y avait pas de chauffage. Enfin, c'est démentiel. C'est démentiel, quoi. Depuis le 26 juillet, le syndicat de la SAG-AFTRA, qui représente les comédiens prêtant leur voix et leur mouvement aux jeux vidéo, mais pas que, ont annoncé le début d'une grève. Ils demandent des garanties plus claires donc, sur l'usage abusif de l'IA. Retour à la grève, après celle des acteurs et des scénaristes qui avaient secoué Hollywood à la même période l'année passée, en 2023. Qu'est-ce qu'il en est en France? Où est-ce qu'on en est avec ce statut spécifique de l'intermittence du spectacle? Alors, je pense que cette question, il faut la diviser en 2. Déjà, il faut bien comprendre ce que c'est l'intermittence, parce qu'il y a plein de gens qui ont une idée reçue sur l'intermittence, alors que c'est pas le cas du tout. Alors, j'avais commencé à faire des recherches pour avoir des chiffres exacts sur combien rapportait l'intermittence, combien rapportait la culture, combien coûtait l'intermittence. Je voulais rentrer dans un gros débat politique et je me dis que c'est peut-être pas l'endroit, mais je voudrais que les gens comprennent. En fait, l'intermittence est un statut. Moi, je suis très fière d'être intermittente depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis pas une chômeuse. L'intermittence, ce sont des cachets. On a 507 heures à faire. Les cachets, avant, il y avait des cachets de 8 heures et des cachets de 12 heures. Si tu bossais 3 jours d'affilée, c'était des cachets de 8 heures. Et quand c'est des cachets, ça s'appelle isolé, tu bosses un jour, c'est 12 heures. Donc, je peux te laisser imaginer le nombre de cachets qu'il faut faire, le nombre de cachets de 12 heures qu'il faut faire pour en faire 507 heures. Donc, 43 cachets. Pour un comédien, avoir 43 jours de tournage dans l'année, c'est énorme. Là, je parle pas des techniciens. Juste quand tu arrives sur un film, tu as 3-4 jours
5 jours, allez, max 5 jours. Ça, c'est dans les longs métrages. 5 jours, tu as déjà un gros rôle, hein. Moi, j'ai fait des longs métrages où j'avais un jour, une après-midi. Parce que comme ça coûte très très cher, on te regroupe tout en une journée pour pas avoir à payer plus de cachets. 43 cachets, c'est très dur à faire en une année. Et c'est pas qu'on est des branleurs, nous on veut travailler. Je connais pas un intermittent qui se dit moi je vais faire comédien, c'est pépère comme boulot. Mais pas du tout, c'est hyper compliqué. Nous on cherche du travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. On répond aux annonces de casting, même des castings bidons. On essaye d'envoyer au directeur du casting, aux agents, parce que pour travailler il faut un agent, mais pour avoir un agent il faut que tu aies travaillé. Donc ça, c'est aussi très problématique pour en choper un. Alors oui, c'est vrai, tu as des comédiens qui... D'ailleurs, les grands comédiens, ils marchent plus au film qu'au cachet. Alors oui, tu as des grands comédiens qui vont prendre 1 million d'euros pour faire un film. Non, mais ça, c'est peut-être 1% du comédien. Et je parle particulièrement en série, parce que moi, je ne fais pas de long métrage. En série, moi, je ne connais pas de comédiens qui ont des cachets de 10 000 balles. Je suis désolée, moi, j'en connais pas. Et ce qui est un peu mal fait là-dedans, c'est que pour calculer ton taux, parce que pour savoir combien tu vas être indemnisé par jour en tant qu'intermittent, on te fait une espèce de moyenne. Donc par exemple, si tu bosses 5 jours à 100 balles par jour, par exemple, ça va te faire un taux. Et si tu décroches un autre boulot qui est payé 30 balles, et ben du coup, ça va te flinguer ton taux. Donc là, tu es obligé, tu as envie de bosser, mais tu sais que si tu vas bosser, tu vas perdre de l'argent. Donc finalement, c'est pas rentable. Alors soit le projet est très intéressant, tu le fais quand même parce que c'est cool, soit bah non, tu le fais pas parce que tu perds du fric à aller faire ce dernier projet. Et ça, c'est ça qui est mal fait. Et puis, il y a aussi les différents postes. Par exemple, un figurant, parce qu'on a besoin de la figure. Moi, je déteste les gens qui crachent sur les figurants. Eh ben, faut pas se leurrer, hein, ils sont payés le SMIC. Hein. Donc, eux, ils doivent faire 507 heures payées au SMIC. Donc, ils ne gagnent pas des milliers et des cents. Puis, on pourrait en parler pendant longtemps parce qu'il y a plein d'autres paramètres et puis il y a un autre statut pour les techniciens. Enfin, c'est encore plus compliqué, mais l'intermittent, c'est un statut sur lequel il faut vraiment se pencher et arrêter de penser qu'on est tous des chômeurs et qu'on est tous blindés de fric. C'est pas vrai du tout. Et même sur DNA, il y a des mois où je bosse un jour. Un jour. Ah ouais. Je suis désolée, mais en bossant un jour, moi, je donne pas à manger à mes enfants. Je suis navrée, hein, mais je paye pas mon loyer. Hein. Donc, si l'intermittence disparaît et qu'on fait comme aux États-Unis, par exemple, moi, je bosse un jour, je vais être serveuse parce que c'est tout ce que je sais faire d'autre en même temps. Mais j'adore ce métier. Hein, Eh ben, je t'embauche. On t'embauche au resto. On cherche du monde. T'es embauché direct. Juste pour dire que je pense qu'il faudrait en parler à des professionnels du doublage particulièrement, parce que je crois que la grève concerne particulièrement les doubleurs, entre autres. Donc, je sais que c'est une vraie catastrophe. Maintenant, pour faire par exemple ce qu'on appelle le text-to-speech, tu enregistres des phrases banales, genre j'ai mangé une pomme, hier je suis allée à la plage, et avec les phrases que tu enregistres, tu peux faire ce que tu veux de la voix de la personne. C'est-à-dire que j'ai une copine qui s'est retrouvée sur des doublages de films pornographiques, alors tu vends ta voix, tu la vends bien, hein, d'accord, je suis d'accord, tu la vends 50 000 euros, mais tu retrouves ta voix partout pour vendre n'importe quoi. Ça peut aller des piscines, par des préservatifs, tu peux finir sur faire des pubs pour vendre des Barbies comme sur des sites porno, quoi. Et en fait, déjà, c'est pas du tout rentable financièrement parlant, mais surtout, tu te retrouves à faire tout un tas de trucs que t'as pas envie de faire. Et même l'intelligence artificielle, alors je sais pas comment ça a été fait exactement, j'ai vu le dernier Indiana Jones, mais quand je vois les prises qu'ils ont faites de Harrison Ford jeune, je me dis, c'est fantastique. Aujourd'hui, tu vieillis même plus, quoi. C'est très, très flippant. Il y a des clips vidéo entiers qui ont été faits en intelligence artificielle. Enfin, l'intelligence artificielle, ça menace le secteur de l'art. Que ce soit en peinture, que ce soit en sculpture, que ce soit en chanson. Tout ce qui concerne l'art, l'intelligence artificielle, c'est un vrai danger pour nous. Je ne sais pas du tout ce qui va advenir de notre métier, en fait. Non, ça fait vraiment peur, mais même finalement, ça pourrait être une super invention, mais ça aide pas du tout. Alors, mais j'ai un peu peur qu'on termine. Tu vois, Wall-E,
Le film Wall-E, tu vois à la fin comment ils sont les humains Eh ben moi j'ai vraiment peur qu'on termine comme ça quoi, dans nos sièges, complètement assistés, à faire que bouffer de la merde, sans marcher, sans réfléchir, sans servir de notre cerveau. Moi j'ai vraiment j'ai peur pour plus tard quoi. J'ai peur pour mes enfants, vraiment. C'est ça, t'as déjà le robot qui passe l'aspirateur tout seul, t'as déjà le robot qui t'apporte ta commande à table, donc tu réunis tout ça dans une même maison et voilà, tu bouges plus, tu fais C'est plus ça. Et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps du premier Android qui aide à faire les tâches ménagères. Tu te dis, oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. T'imagines, bientôt ton gamin, il va appeler maman ton robot, tu sais. Non, mais moi, ça me fait peur. Et Terminator, finalement, est-ce que c'est pas une vision du futur Comment est-ce que toi tu vis cette vie de comédienne, tant par ton statut que par ta position en tant que femme dans cette Je ne me industrie? vois pas faire un autre métier. J'ai essayé de faire un autre métier. J'ai pas tourné pendant très longtemps, là. J'ai pas tourné entre 2018 et avant d'arriver sur DNA. Parce que déjà, je voulais faire une pause pour raisons personnelles. Je voulais m'occuper un peu plus de mes enfants. Et donc, je suis allée travailler dans un bureau. Et ça s'est très, 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 très mal passé. Parce que, en fait, je suis vraiment pas faite pour ça. Donc moi je suis très heureuse de faire ce métier. Tous les matins je me lève pour aller travailler. Je suis heureuse de me lever, même quand je me lève à 5h30, même quand je sais que je vais enquiller 14 heures de taf d'affilée avec une demi-heure pour bouffer. Je suis heureuse dans ma vie et ça je pense que c'est un luxe qui est énorme. Parce que les gens que j'ai vus au bureau, ils arrivent 10 minutes en retard tous les matins. 15 minutes avant, ils sont avec leur petit sac sur leurs genoux parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Ils attendent leurs vacances comme le Messie. C'est assez triste en fait. Je ne dis pas que tous les gens qui bossent dans les bureaux, c'est ça. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y en a quand même pas mal. Donc moi, j'adore mon métier. C'est particulièrement compliqué en tant que femme parce que quand tu es une femme, quand tu vieillis, l'agisme, eh ben tu ne sers à rien. Il y a peu de rôles pour les personnes un peu plus matures, et même tu as des périodes. En fait, tu as la période ado où tu vas beaucoup bosser, puis après tu vas passer de ado à femme. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de ton évolution physique, parce que tout est basé sur ton physique en fait quand tu es une femme, hein, quand même. Hein. Beaucoup de choses en tout cas. Et puis après tu as la même chose plus tard. C'est-à-dire que pendant 15 ans, tu vas être donc la star, entre guillemets, du programme, parce que tu es belle, parce que tu es jeune, parce que tu es fraîche, parce que tu donnes envie. Puis tu vas commencer à vieillir, et puis tu vas devenir trop vieille pour être la minette, mais tu es encore trop jeune pour être la maman. Et donc, il y a une période où tu ne bosses plus. C'est les creux de la vague, quoi. Et là, il n'y a pas de rôle écrit pour ces femmes, pour les femmes de cet âge-là. Moi, je suis passée dans la catégorie maman. Et d'ailleurs, j'ai un ado qui a en réalité 10 ou 12 ans de moins que moi. Dans la réalité. Et après, c'est soit tu as du bol et tu trouves des rôles, soit, non, mais juste tu tournes plus. Il y a une productrice un jour qui m'avait dit les comédiennes de 40 ans, elles ont un don, c'est celui de disparaître. Et c'est vrai. C'est-à-dire que passé 40 ans, très souvent, tu disparais, tu ne travailles plus. Et ça, c'est très compliqué. C'est parce que comme si tu ne donnais plus envie. C'est-à-dire que les hommes, ils donnent envie toute leur vie, alors que les femmes, elles ont des créneaux. Ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup plus de rôles écrits pour les hommes de 60 ans que pour les femmes de 60 ans. Même en termes de sécurité personnelle. Un homme a beaucoup moins de chances de se faire harceler qu'une femme qui, parfois, c'est arrivé, doit montrer que, voilà, si elle veut tourner. Alors moi je l'ai jamais fait, peut-être pour ça que j'ai jamais fait de cinéma. mais c'est pas oui, ça s'est fait, bien sûr. Mais ça s'appelle du harcèlement. Maintenant c'est interdit. Genre Weinstein, s'il a réussi aussi longtemps, c'est que on se sent acculé dans tous les sens. C'est très compliqué. Un homme peut te réduire à néant. Un homme peut te dire, toi, demain, tu ne travailleras plus. Et demain, tu ne travailleras plus. Un homme peut ruiner ta vie. C'est ça. C'est horrible. Et je repense tout de suite, quand tu me parles de tout ça, au discours incroyable qu'avait fait Camille Cotin pour l'ouverture du Festival de Cannes,
avec cette phrase forte que messieurs, les rendez-vous professionnels dans les chambres d'hôtel en plein milieu de la nuit, ça ne fait plus partie des us et coutumes de Cannes, et ça n'aurait même jamais dû en faire partie. Mais voilà, c'est bien aujourd'hui de le mettre en lumière, c'est bien que ça change, et on espère que ça va ne faire qu'évoluer pour le meilleur et pour l'avenir. Dans ce monde, le jour et la nuit se confondent. On part en projection très tôt le matin, sans avoir dormi, et on donne ses rendez-vous professionnels en pleine nuit sur une plage qui porte le nom d'une marque. C'est normal. Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex cannois, suite à l'adoption de la loi MeToo. Et on s'en félicite. On va pouvoir passer à un petit jeu, moi je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, mais il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. On y va. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Labyrinthe, Oh. avec Jennifer Connelly et David Bowie. Ok. Et Grise aussi. Bien sûr, Grise, Flashdance et Dirty Dancing. Ouais, le triptyque. Ouais, voilà, exactement, le triptyque. Génial. Une série que tu suis en ce moment, peut-être? Chaos. Ok. Avec Jeff Goldblum. Extraordinaire, fabuleuse, extraordinaire. Ton affiche de film préféré? Empire Records, avec Liv Tyler et René, que j'arrive jamais à prononcer son nom de famille. Bridget Jones. Si tant est que tu pleures au cinéma, quelles étaient tes dernières larmes et pour quel film? Ça, je te parle que de vieux films. Finalement, tu vois, je te demandais de pas me parler de vieux films, c'est moi qui t'en parle. J'ai revu pour la énième fois hier Train de vie. Et voilà, j'ai pleuré à chaque fois. Mais c'est beau de pleurer, ça fait du bien. Oui. Une bande originale que tu aimes particulièrement? J'adore la bande originale de Train de vie, mais comme j'ai adoré la bande originale de Footloose. J'adore la BO de Hairspray. J'adore. Ouais, les comédies musicales, ouais. J'ai adoré Air aussi. Étant danseuse, tout ce qu'il y a partout où il y a de la musique, à part de la techno et du rap. Ouais. Moi, je me suis arrêtée à IAM et NTM au niveau rap, donc c'est pour, tu vois, mon niveau. As-tu un film que tout le monde aime sauf toi? Si, comment il s'appelle ce film qui se passe dans un huis clos? C'est un huis clos dans un théâtre, et il y a cet acteur formidable, dont je ne me souviens pas du prénom comme d'habitude, qui monte sur scène et qui prend les... C'est Yannick. Et voilà, tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était super. Alors, moi, rien que la bande-annonce, ça me donne pas envie du tout. Pas du tout. J'aime pas les films. Ah si, je sais. OSS 117. Moi, merde, Austin Power. Voilà, c'est pas du tout le genre d'humour qui me fait rire. OSS 117 va y avoir Brise de Nice. Ok. Moi, ça me fait pas rire du tout ce genre de truc. C'est pas du tout. Pas du tout, et à contrario, comment ça s'appelle déjà, Un grand homme avec Jean Dujardin et Virginia Efira, où il est tout petit. C'est ça, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait mourir de rire. Mais non, voilà, Brise de Nice, non, même pas décrocher un sourire, quoi. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Labyrinthe. Ouais, on y revient. Je me souviens très bien être toute petite, et je me souviens que je m'habillais comme elle. J'avais demandé à ma mère de m'acheter un gilet sans manches avec des mocassins, machin, et je mettais le film dans la chambre de chez mes parents, et je refaisais tous les mouvements dans la chambre. Génial. Dès qu'elle courait, je courais dans la chambre. Dès qu'elle grimpait, je grimpais sur le lit. Et je prenais mes pluches, et parce qu'il y a des personnages fantastiques. Il est extraordinaire, ce film, et donc je refaisais les dialogues avec mes pluches. J'aurais adoré faire un film comme ça. Je trouvais ça extraordinaire, ce film, je le trouve génial. Et je voulais un chien.
que je voulais appeler Merlin. Et maintenant, j'ai un chien qu'on a appelé Bretzel et qui ne ressemble pas du tout à Merlin. En même temps, tant mieux, parce que son chien, elle, c'est un bobtail avec des poils encore plus longs que ceux de mes cheveux. Et donc, finalement, je suis plutôt contente de ne pas avoir de bobtail. Mais ouais, je crois que mon premier film que j'ai vraiment aimé, c'est celui-là. Très bien, on s'approche de la fin. J'ai une question, je sais pas si on te l'a déjà posée, mais est-ce que tu regardes ou regardais DNA? Je ne regardais pas. Parce que Ok. 19h10, ouais, quand t'as des enfants, c'est pas possible. Ouais. Je regardais pas le replay. En fait, je préférais regarder des films. Et depuis que j'ai commencé, oui, bien entendu, je regarde parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ouais, tu suis les intrigues. Et... J'ai besoin de suivre, savoir ce qui s'est passé avant, parce que parfois les histoires s'entrecroisent. Oui. Il y a des espèces de flashbacks sur le passé. J'ai besoin de, oui, enfin, je trouve ça normal de regarder ce que tu fais quand même. Ouais, c'est intéressant. La dernière, ton plat préféré? Ah, mon plat préféré, j'en ai deux. C'est la viande au marron. Ok. Je mange jamais de viande sauf de la volaille. Et j'avoue que la dinde au marron, voilà. Et le gratin dauphinois de ma mère. Oh, gratin Mais dauphinois. seulement celui de ma mère. Ah ouais? Avec de l'ail et tout, le truc qui pue bien, mais qui est trop bon. Qu'est-ce que c'est bon le gratin dauphinois de toute façon. Ouais. Parfait, comment est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre et suivre tes projets? En général, j'en parle de mes projets sur Instagram, qui est donc une page, j'allais dire exclusivement professionnelle, non, parce que je raconte beaucoup de conneries. Mais en général, j'en parle de mes projets. Là, j'ai écrit un One Woman. Non, j'ai pas écrit un One Woman. D'ailleurs, j'ai vomi un One Woman. Je suis allée voir Olivia Moore en spectacle. Et d'ailleurs, je l'embrasse de tout mon cœur. Je ne la connais pas personnellement, mais son spectacle m'a tellement parlé. Je pense qu'on pourrait être de très très bonnes copines. Nous avons eu la même sœur. Et je sais pas, ça a réveillé un truc en moi. Et le lendemain, j'ai écrit pendant 8 heures au bureau. Okay. Chose que j'aurais pas dû faire, mais que j'ai fait quand même. Et donc j'ai écrit ce spectacle que je suis en train de mettre en scène avec une amie qui est comédienne aussi, qui s'appelle Aurore Courteron, qui est une excellente comédienne. Sauf que j'ai beaucoup de mal à avancer dessus parce que j'ai pas beaucoup de temps et que surtout je le dis vulgairement, je me chie dessus de monter sur scène. J'ai très 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 peur j'ai rarement fait de théâtre. J'aimerais beaucoup en faire. Mais c'est différent d'être avec une troupe de théâtre où tout le monde s'entraide et tout, mais de monter seule sur scène pour parler de ma vie et de mes conneries j'ai très très peur. Donc j'ai du mal à avancer et en même temps j'y mets pas beaucoup de bonne volonté, je l'avoue. Eh ben force à toi en tout cas et bon courage. Merci beaucoup. Petite dernière question, est-ce que tes enfants ont conscience de ce que tu fais, le fait que tu sois comédienne? Est-ce que tu en parles avec eux? Parce que le tournage, on le sait, tu es obligé de partir, et donc ils vont rester quelque temps sans leur maman, un petit moment. Comment est-ce qu'ils le vivent? Le petit, il le vit pas très bien. Le grand, il commence à comprendre. Mais je les ai déjà emmenés sur le plateau. Ils ont même assisté au tournage d'une séquence où le réalisateur leur a même filé des casques et tout. Toute l'équipe a été vraiment adorable avec eux. Je les remercie encore. Je trouve que c'est un très bon moyen de prévenir que tout ce qu'ils voient à la télé, c'est du faux, à part les infos et encore. Donc c'est une bonne fenêtre parce que mon grand a 10 ans, donc il commence à poser des questions pour leur faire comprendre ce que c'est des effets spéciaux, donc tout ce qui est un peu film qui font un peu flipper, et ça me permet aussi de commencer à lui, parce que le petit est trop petit, mais j'avance doucement pour lui parler de choses qu'il va voir de toute façon sans moi, pour lui faire comprendre que ça c'est du faux. Que les films porno c'est pas la vraie vie, et je veux surtout pas qu'il fasse son éducation en regardant ça. Je suis féministe, je suis pas féministe extrémiste du tout. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont complètement aberrants d'ailleurs, mais je veux bien éduquer mes fils pour qu'ils respectent les femmes, et je veux vraiment pas qu'il fasse son éducation sexuelle dans le porno en fait. Ça aussi c'est un autre truc qui me fait peur.
Et je pense que mes enfants n'ont pas vraiment conscience de ce que je fais. Ils ont surtout conscience que je suis copine avec les gens qu'ils voient. Parce que quand ils regardent DNA, parce qu'ils le regardent, ils me demandent souvent si on peut appeler les copains. Lui, tu le connais, et lui, tu as son numéro, on peut l'appeler. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Mais ils ont bien compris que quand on se balade, il fallait que je veux pas qu'ils montrent leur visage. Ouais. Et je demande à tous les fans qui m'écoutent de ne jamais, jamais filmer mes enfants parce que ça va me mettre très, très, très en colère. Ouais, le Je message fais est passé. très attention, voilà. Je fais très attention à ne pas les mettre sur Instagram, à ne pas les mettre sur les réseaux sociaux en général. Bon, je n'ai que Instagram moi, mais de ne pas les mettre sur Internet en règle générale. Et si je vois une photo de mes enfants circuler, je vais être vraiment très intransigeant. Ouais, ça là-dessus. m'étonne pas. Ouais. Je peux le comprendre, vie privée doit rester vie privée, quoi. Exactement, surtout les enfants et surtout avec l'intelligence artificielle de maintenant, tu fais ce que tu veux. Ah, j'en profite aussi pour dire que j'ai trouvé des photos de moi, comment dire, dans des positions assez improbables, comme je ne savais pas que j'étais aussi souple et que j'avais des seins aussi gros. Ce n'est pas moi. Voilà, je n'ai pas fait ce genre de photos. Je n'en ferai jamais. C'est toujours bon de le préciser. Voilà, non, j'en ai trouvé un peu partout. C'est pas Quelle moi. horreur. Voilà, il est déjà l'heure de se quitter. Je voulais juste faire un petit disclaimer tout de même. Les questions posées lors de cette interview, on les a vues ensemble avec Charlie. Tout a été fait de la meilleure des manières, j'espère en tout cas. Et corrige-moi si je me trompe, mais voilà. Aucunement le but de cette interview était de piéger Charlie ou d'essayer de te faire dire quoi que ce soit. Cette interview, on l'a préparée tous les deux et aucun malaise, je l'espère, et aucun piège n'a été tenu par ces questions. Je voulais quand même le préciser. Oui, oui, mais c'est vrai, je suis très à l'aise, il n'y a pas de souci, je me sens pas du tout ni humiliée, ni prise en otage de quoi que ce soit. Parfait. Non, tout va bien. Eh bien, en tout cas, Charlie, je souhaite te remercier infiniment. Avec toi, ça a été d'une simplicité, d'une rapidité. Ça a été un réel bonheur de te recevoir. Voilà, pour ton accessibilité, pour ta simplicité, pour ton franc-parler également. C'est beau d'avoir des comédiennes et des personnes, en tout cas, qui peuvent prendre la parole, qui savent prendre la parole. C'est vraiment un plaisir. Merci infiniment de m'avoir accordé ton temps. Merci pour ta confiance. Merci de t'être prêté au jeu également. Je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à bientôt. Merci beaucoup. Moi aussi, je te souhaite une bonne continuation et j'espère à bientôt aussi.